Et pour décrypter cette attaque, mais aussi ses conséquences, Magali Barthès en plateau. Bonjour à vous, éditorialiste politique et international, LCI. Le général Dominique Trinquant, bonjour à vous. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, Claude Blanche-Maison, bonjour à vous. Bonjour. Ancien ambassadeur de France, Martine Gozlan, bonjour à vous également. Vous êtes grand reporter spécialiste du monde arabe et de l'islam. Et Aurélien Duchesne, bonjour Aurélien Duchesne, consultant géopolitique et défense. Avant toute chose, on va prendre la direction de ce studio avec Mathieu Carman. Parce que Mathieu, on a besoin de savoir exactement comment les choses se sont passées chronologiquement. Faites-nous un état des lieux exactement de ce qui s'est produit hier. Eh bien, il était donc 23h, heure locale, 22h à Paris, lorsque le porte-parole Daniel Hagari de l'armée israélienne annonce le début d'une attaque baptisée par l'Iran la promesse honnête. Et depuis, ce sont plus de 300 drones, missiles balistiques et de croisières qui ont donc été envoyés par l'Iran en direction d'Israël. Les chiffres sont plus dans le détail plus précis. On découvre qu'il y a plus de 185 drones Shahed qui ont été envoyés, 36 missiles de croisière, mais également 110 missiles sol-sol. Et d'ailleurs, regardez ces images qui nous sont parvenues dans la nuit. On en a vu certaines il y a quelques instants de ces dizaines de drones dans le ciel donc israélien qui sont pour la plupart interceptés par le système par le dôme de fer israélien. Précisons également ce nouveau chiffre qui nous est parvenu dans la matinée. 99% des missiles et des drones iraniens ont été interceptés selon l'armée israélienne. Des missiles interceptés également pour certains avant même d'entrer sur le territoire israélien. Rappelons tout de même la distance entre la frontière iranienne et la frontière israélienne. Il y a plus de 1000 km, c'est-à-dire que la plupart de ces drones et de ces missiles ont survolé également l'Irak, mais également la Jordanie. Et l'agence officielle iranienne, l'INRA, a, elle, fait état de sérieux dégâts dans une base aérienne, celle de Ramon. On est à quelques kilomètres, à quelques centaines de kilomètres au sud de Tel Aviv, et on découvre également ces images de ces bombardements sur cette base militaire israélienne. Précisons également que l'armée israélienne parle également de dégâts dans une autre base militaire, cette fois-ci celle de Nevatim, même si l'armée précise que les avions de guerre peuvent de nouveau décoller et atterrir sur cette base aérienne. Des explosions qui ont également été entendues, cette fois-ci du côté de Jérusalem. On découvre là encore ces images de ces drones au-dessus de cette célèbre mosquée Al-Aqsa, des explosions et donc des détonations entendues par les habitants de Jérusalem. Et dans le même temps, évidemment, il y a aussi les alliés de l'Iran qui ont lancé des drones et des missiles. Oui, absolument. Des alliés, notamment le Hezbollah libanais, qui a envoyé plusieurs roquettes du côté du plateau du Golan. On voit ces tirs ininterrompus de roquettes qui partent donc du sud du Liban en direction d'Israël. Mais également, on parle des rebelles yéménites, les Houthis, qui eux aussi ont envoyé des missiles en direction cette fois-ci du sud d'Israël. Précisons tout de même que l'armée américaine qui opère dans la région, dans le Moyen-Orient, a elle aussi expliqué avoir intercepté des dizaines de drones, cette fois-ci du côté du sud de la Syrie, dans ces deux localités, celles de Dera et de Soueda. Joe Biden, quant à lui, a expliqué que les forces américaines avaient contribué à abattre presque tous les drones et les missiles tirés par l'Iran sur Israël. La Jordanie, également, il y a quelques instants, a expliqué avoir abattu un certain nombre d'objets volants. On parle évidemment aussi de la France et du Royaume-Uni. C'est donc toute une coalition internationale qui s'est organisée pour abattre ces 300 drones et missiles de croisière qui ont été tirés par l'Iran en direction d'Israël. Merci beaucoup Mathieu. Une dernière information à vous donner qui vient de nous parvenir, la réaction d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a tweeté il y a quelques instants et qui condamne évidemment avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël qui menace de déstabiliser la région. À présent, on va prendre la direction justement de Tel Aviv, où on va retrouver Claire Cambier. Bonjour Claire, merci d'être en direct avec nous. L'attaque est apparemment terminée, en tout cas pour l'instant, on le disait. Comment on réagit et comment réagissent encore les Israéliens ? Oui, alors l'attaque est terminée, mais il faut savoir qu'il y a encore une heure, des alertes ont retenti dans le nord du pays, dans le Golan, attaque tirée depuis le Liban. Rien à voir cependant, effectivement, avec cette attaque massive qui est survenue cette nuit, ces drones, ces missiles qui ont été envoyés depuis l'Iran et de la part de ces proxys. Ici, comme vous le voyez, on a discuté avec pas mal d'habitants. Il y en a qui ont eu très peur. Certains ont préparé dès 22h leur
abri avec quelques vivres pour tenir et ont suivi les informations toute la nuit sur leur portable. Et puis il y a ceux qui nous disent il faut avoir confiance en l'armée et il ne faut pas paniquer. Ce qu'on ressent en tout cas ce matin, vous le voyez d'ailleurs autour de moi, c'est que la vie reprend, la circulation a repris, les gens se baladent ici en bord de mer, certaines personnes sont repris également le travail. Il y a une femme qui nous disait c'est ça la spécificité d'Israël, la force aussi du pays, c'est finalement après une nuit terreur de s'adapter et de reprendre son quotidien comme si de rien n'était. Merci beaucoup Claire Cambier pour ces dernières informations. Merci également à Gabriel Aurillon qui vous accompagne. On va à présent prendre la direction de Téhéran en Iran. On va retrouver Siavosh Ghazi. Bonjour à vous. Merci d'être en direct avec nous. L'Iran vient donc de communiquer. Elle se dit pleinement satisfaite de cette attaque. Absolument, c'est le chef de l'état-major des forces armées iraniennes qui a fait cette déclaration à la télévision d'État. Il a affirmé que, donc, selon Téhéran, tous les objectifs de l'opération menée hier soir ont été atteints et que l'Iran n'avait pas l'intention de poursuivre l'opération et que l'Iran considérait que l'opération était terminée. Un mois, il ajoutait donc un mois qu'Israël décide de riposter soit contre le sol iranien, soit contre, alors c'est une précision importante, soit contre les intérêts iraniens ou les centres iraniens ailleurs dans le monde, notamment en Syrie. C'est une précision importante. Et à ce moment-là, il a affirmé que l'Iran donnera encore une réponse plus dure par rapport à l'attaque qui a été menée hier soir contre Israël. De même, les autorités militaires iraniennes ont lancé un avertissement aux Américains en affirmant que si jamais les États-Unis décidaient de s'en prendre aux intérêts iraniens dans la région, à ce moment-là, tous les intérêts américains et les bases américaines dans la région, notamment en Syrie et en Irak, seront considérés comme des cibles légitimes et potentielles pour l'armée iranienne. Merci beaucoup Siavosh Ghazi en direct de Téhéran en Iran. Général, la première question c'est évidemment une question militaire parce qu'on a bien vu qu'il y avait quand même un arsenal important qui a été déployé. 99% des projectiles ont été arrêtés par Israël, c'est ce qu'on nous dit. En effet, on savait très bien que le dôme de fer allait être efficace. Malgré tout, l'attaque a été d'ampleur aussi pour le symbole. Oui, pour le symbole, c'était extrêmement important. Sur l'aspect symbolique, permettez-moi de relever une chose, les frappes du Hezbollah sur le Golan, c'est purement symbolique. Le Golan est occupé par Israël, mais est un peu désertique. Et donc des frappes là-dessus, ce ne sont pas des frappes directes sur Israël. Mais pour le symbole, oui. Ceci étant, on voit bien, et on le découvre au fur et à mesure, on parle du dôme de fer, mais il faut d'abord parler du dispositif américain qui a été extrêmement important. D'abord parce qu'il faut une alerte éloignée quand ça vient d'Iran ou du Yémen, ça vient d'un millier de kilomètres, et donc les dispositifs d'alerte éloignée avec les systèmes de radar peuvent fonctionner. Et ce qu'on apprend depuis, c'est l'intervention aussi jordanienne, française, britannique. Bien sûr. Or, on le sait, il y avait une alerte depuis 48 heures ou 72 heures sur la possibilité d'une attaque. Et donc, tous les dispositifs de la région ont été alertés et préparés. Pour l'aspect français, je voudrais juste rappeler que la France dispose d'une base en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis et du porte-avions Charles de Gaulle qui est dans l'est de la Méditerranée actuellement. Et donc je n'ai pas l'information précise sur quels sont les systèmes qui sont intervenus, mais ces trois dispositifs pouvaient intervenir avec les Américains. Et le dôme de fer, c'est la phase finale. C'est la phase qu'on voit avec les images au-dessus d'Israël. C'est la dernière étape. Voilà, c'est la dernière étape, mais il y en a beaucoup qui ont probablement été détruits avant. Justement, Aurélien Duchesne, cette fameuse participation de la France à la défense, vous la percevez comme le général, c'est-à-dire à partir des bases françaises uniquement ? Alors, il a été évoqué par exemple notre capacité de brouillage. À voir lesquels ont été utilisés, cette capacité de guerre électronique. Il y a également dans le dispositif français, donc les Émirats Arabes Unis, nous avons des Mirage par exemple, mais il n'y a pas d'indication qu'il y aurait une participation comme celle des Britanniques et des Américains qui, eux, auraient abattu des drones en vol avec leurs avions. Et il y a également enfin notre dispositif, alors là, on est plutôt dans le domaine maritime au large de Djibouti. On sait qu'on avait participé par exemple à la sécurisation des routes commerciales contre les drones, les attaques des Houthis avec la frégate française Alsace. Là non plus, il n'y a pas encore de détails. Est-ce que la marine nationale française, qui avait été citée par le Wall Street Journal hier au milieu de la nuit, on ne sait pas par exemple si nous avons envoyé des missiles Aster, ça m'étonnerait, contre des drones iraniens, c'est ce qu'on a fait contre les Houthis. Mais ce qui a été évoqué, c'était la présence de la marine nationale et de nos capacités de brouillage.
Magali Barthès, vous voyez s'afficher en bas de votre écran, la France travaille à la désescalade. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Ça va être une tâche ardue parce que jusque-là, on voit bien que rien n'est apaisé. Évidemment, on est seulement quelques heures après les faits. Malgré tout, on voit bien qu'il y a une tension des deux côtés. L'Iran a frappé fort. Israël l'a déjà dit. Il compte répliquer. Et il va y avoir une intense activité diplomatique aujourd'hui, justement pour essayer de travailler à cette désescalade, comme le dit le président français. Il y a 2 rendez-vous qui sont importants. Il y a d'abord une réunion en visio des membres du G7, à laquelle donc la France va participer. Et puis ensuite, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui en début d'après-midi. En ce moment, le G7 est présidé par les Italiens. Donc, c'est Rome qui convoque cette réunion en visioconférence. Et puis, plus tard dans la soirée, ça ce sera aux alentours de 22h heure française, il y a une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour essayer justement, maintenant qu'il y a eu cette poussée de fièvre et cette attaque iranienne, d'essayer de désescalader. En parallèle, il va bien sûr y avoir aussi des pressions américaines extrêmement importantes, justement pour que Netanyahou n'aille pas plus loin dans la riposte à la riposte. Il faut arriver à essayer de désescalader, et c'est vraiment la France qui va s'y employer aujourd'hui, sachant que dès hier soir, notre ministre des Affaires étrangères a appelé lui aussi, Stéphane Séjourné, à maintenant apaiser la situation, s'inquiétant d'un risque d'escalade militaire évidemment dans la région. Alors vous parliez d'une intervention aussi de la part des États-Unis. En ce sens, c'est vrai, Claude Blanche-Maison, que les États-Unis ont appelé directement Benyamin Netanyahou en disant « Ok, maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire ?» Benyamin Netanyahou comptait visiblement lancer une riposte. Il en a été un peu dissuadé, ou en tout cas pour le moment, ou en tout cas peut-être dans les grandes largeurs. Ça, c'était, je veux dire, essentiel pour faire en sorte que l'escalade n'ait pas lieu, mais rien ne dit non plus que ça dure dans le temps. Et il semble que les Américains aient ajouté que s'ils passaient outre cet avertissement américain, ce serait sans eux. C'est-à-dire qu'ils ne participeraient pas à ces actions de type militaire. Alors même qu'on a parlé d'un soutien indéfectible du côté américain. Oui, ce qui a été le cas, il a été démontré dans la nuit, bien sûr. Et effectivement, on est dans une situation un petit peu sur le fil du rasoir ce matin, parce que l'Iran dit « j'ai atteint tous mes objectifs, restons-en là, l'incident est clos ». Simplement, en disant ça, il oublie de dire que ses proxys, le Hezbollah, continuent de bombarder le nord d'Israël. Il oublie de dire aussi que les Houthis continuent de bombarder le sud d'Israël. Donc l'Iran essaie de se tirer de cette affaire en disant maintenant l'incident est clos. Ce que les Israéliens ont fait le 1er avril, c'est très grave parce que c'était un site diplomatique protégé par l'immunité diplomatique, et puis ils ont tué effectivement des responsables militaires iraniens très importants, mais l'incident est clos pour nous. Mais comme il ne l'est pas pour leur proxy, évidemment, il ne l'est pas pour Israël. Et moi je pense que effectivement cette activité diplomatique qui se développe aujourd'hui et la pression américaine vont avoir beaucoup de mal à empêcher toute réaction israélienne. Et ça, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, M. Netanyahou est sur le fil du rasoir, parce que, indépendamment des ministres d'extrême droite, l'opinion publique israélienne probablement s'attend à ce qu'il y ait une réaction. Mais c'est difficile parce qu'une autre partie de l'opinion publique israélienne dit, après tout, il ne faut pas oublier nos otages, parce que la guerre continue à Gaza, et nos otages, on n'en parle plus. Martine Gozlan, c'est vrai que du coup, la question va être la proportion de cette réponse. Parce que d'un côté, on ne peut pas ne pas répondre. Même si 99% des projectiles, encore une fois, n'ont pas touché le sol israélien et qu'il n'y a finalement pas tant de dégâts, le simple fait d'avoir attaqué nécessite une réponse, on l'imagine, du côté israélien, surtout quand on connaît le tempérament de Benyamin Netanyahou. C'est pas seulement le tempérament de Benyamin Netanyahou. Ça compte aussi. C'est peut-être, mais c'est la riposte logique d'un pays qui a été attaqué de façon massive. Et si, alors là, on est dans une perspective où 99% des drones armés, des missiles et des missiles de croisière ont été interceptés, mais c'est grâce aux alliés d'Israël, tandis que en fait, c'était une attaque absolument considérable. C'est une attaque considérable. Et la façon de baptiser cette promesse honnête, ça montre le cynisme iranien. Mais moi, je voudrais ajouter quelque chose. Le fanatisme n'est pas logique. Les dictatures ne sont pas logiques. Elles testent les dictatures
teste le pouvoir de réaction et de riposte des démocraties. Là, nous sommes, attention à ne pas inverser. Il va se passer, Magali, une journée évidemment fondamentale, vous le disiez très bien, pour la diplomatie. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, nous sommes face à un État hébreu, cerné de toutes parts, face à une puissance iranienne qui est au seuil de l'arme atomique, et que donc, à partir du moment où cette attaque a été lancée, on voit mal ce qui pourrait dissuader l'Iran, s'il n'y a pas de riposte claire, d'aller jusqu'au bout, de se positionner. Mais en fait, donc toutes les cartes sont en train d'être rebattues. Mais si vous voulez restreindre la nature de la réflexion stratégique israélienne au seul comportement ou au caractère de Benyamin Netanyahou serait, à mon avis, un peu restrictif. Parce que là, c'est tout le peuple qui a été attaqué. Donc, et finalement, s'il n'y a pas eu de victime, sauf cette petite fille bédouine arabe-israélienne qui est blessée dans le Negev, c'est que le soutien, effectivement, américain et des alliés a été indéfectible. Maintenant, encore une fois, attention à ne pas inverser la donne.